juste vous raconter des histoires. Et je vais vous raconter l'histoire de l'IA et de l'IA générative en particulier en parlant des mythes et des réalités en gros. Hein, d'accord. Donc on va respirer un peu. En fait, aujourd'hui, on va se calmer un tout petit peu sur tout ce qu'on nous raconte sur l'IA. Moi, je vais vous raconter la vérité. Donc quand vous sortez, vous saurez ce qui est vrai. Hein, donc écoutez pas Laurent Alexandre. C'est dit. Alors, l'IA, c'est quoi déjà pour commencer? L'IA, ça date pas de novembre 2022. Aujourd'hui, ça fait exactement un an que ChatGPT est sorti. Hein. C'était le 30 novembre 2022. Donc ça fait un an, mais l'IA date pas d'un an. L'IA officiellement a 67 ans. Hein. Donc ça date de 1956. 1956, c'est quand des gens très intelligents se sont réunis à Dartmouth aux États-Unis pour décider de dire que ce sur quoi ils travaillaient, qui étaient des mathématiques, hein, modélisation mathématique d'un neurone, ils ont décidé d'appeler ça intelligence artificielle. C'est une grosse bêtise d'avoir appelé ça intelligence artificielle, parce qu'il n'y a rien d'intelligent, on va voir ça dans l'intelligence artificielle. Mais donc, bon, ils ont décidé d'appeler ça comme ça. Mais la réalité, en fait, ça fait depuis la nuit des temps que nous, humains, que l'humanité essaye de créer des systèmes qui ont l'air intelligents, hein, des systèmes, des services, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, comme je suis français, franchouillard de base, je fais remonter l'intelligence artificielle à 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642? C'est Pascal qui a inventé la Pascaline. Pascaline, première machine à calculer, hein, c'était un truc super intelligent parce que ça faisait des additions et des soustractions. Alors, vous allez me dire, vous me marrez, vous me dites, ouais, c'est pas tellement intelligent de faire une addition et une soustraction. Si je vous demande combien fait 1767 plus 492? Voilà, bah là déjà vous l'avez pas les gars. Donc ces systèmes, en fait, ces robots, vous les appelez comme vous voulez, on en fait depuis très 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 longtemps. Donc c'est officiellement depuis 1956, mais ça fait depuis la nuit des temps qu'on fait les choses comme ça. Mais je vais vous raconter juste un tout petit peu ce qui s'est passé et pourquoi on est arrivé là le 30 novembre 2022. Donc, comme j'ai dit, 56, on essaye de modéliser mathématiquement un neurone avec des statistiques. Hein. C'est que des mathématiques dont on parle. Hein, depuis qu'on parle d'intelligence artificielle, on ne parle que de mathématiques. Donc là, on modélise mathématiquement un neurone, on lui donne des données, on essaye de sortir quelque chose. D'accord. Donc c'était ce qu'on avait comme image du neurone dans ces années-là. Bon, ils se sont viandés complètement. Hein. Ça n'a pas marché du tout, les systèmes. Et surtout qu'ils se sont attaqués à un truc super compliqué parce qu'ils se sont attaqués au langage naturel. Donc ils ont essayé de résoudre le langage naturel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils essayaient de comprendre un message à partir de mots qui sortaient comme ça. Là, ce qu'on fait en ce moment, on a des mots qui sortent et après vous essayez de comprendre le sens. C'est super compliqué. Hein. Même aujourd'hui, les Siri et autres Alexa ne savent pas faire ça très très bien. Bref, donc ils ont échoué. On est rentré dans ce qui s'appelle l'hiver de l'IA. L'hiver de l'IA, c'est quoi? On nous a menti, on nous a promis des choses qui n'étaient pas possibles, et donc on ne donne plus de sous. Okay. Et donc on rentre dans l'hiver de l'IA. C'est ce qui nous pend au nez aussi si on continue à dire des bêtises. Hein. C'est-à-dire que si vous continuez à écouter Laurent Alexandre, on risque de rentrer dans un hiver de l'IA, parce que c'est du grand n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc il faut... il n'est pas dans la salle, non, mais voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on promet, il faut faire attention à ce qu'on fait vraiment aussi. Et donc, dans les années, fin des années 50, on est rentré dans cet hiver de l'IA, et l'IA a disparu. Alors, il y a eu plein d'étapes, en fait, il y a eu plein de moments où l'IA a disparu, parce qu'il y a eu plein de moments où on a raconté n'importe quoi. Mais bref, en fait... un autre type d'IA arrive, et puis d'ailleurs vous allez comprendre pendant que je parle que je vais parler des IA, hein, parce qu'on ne va pas parler d'une IA, mais on va parler d'IA multiples et variées. Donc il y a un autre type d'IA qui arrive dans les années, début des années 60, qui s'appelle, qu'on va classer en mathématiques dans les IA logiques, d'accord, et on va appeler ça les systèmes experts. Les plus vieux d'entre vous s'en rappellent, hein, les systèmes experts, ça a été très à la mode, ça a marché super bien. Hein, c'était un truc qui marchait super bien. C'était basé sur des bases de règles. Donc c'était de la logique, hein, 6 machins à leur truc, et on faisait des arbres de décision qui me permettaient de prendre des décisions en fonction d'un contexte, en fonction de ces règles. Ça a marché d'autant mieux que pendant des années, hein, les années 60, 70, 80, 90, on est arrivé jusqu'à un système en 97 qui a battu le champion du monde d'échecs aux échecs quand même. D'accord. Kasparov s'est fait ratatiner par la machine, par Deep Blue d'IBM, en 1997. Donc super impressionnant, super intelligent le système, hein, parce que ça battait le gars aux
échecs. Et les échecs, il faut être intelligent pour jouer aux échecs. Hein. Ouais, d'accord. Bref, donc, ces systèmes experts marchent bien, c'est super. D'ailleurs, entre nous, les systèmes experts, ils sont d'autant plus intéressants qu'ils prennent 0 énergie. Hein. Par contre, ils sont très très difficiles à maintenir. C'est-à-dire que vous pouvez vous paumer dans les bases de règles, hein, parce qu'il y a les conditions, les arbres, enfin, il y a plein de trucs avec des retours, et tout ça, très très compliqué à maintenir. C'est pour ça d'ailleurs que, dans les années 90, il se passe autre chose, il se passe l'arrivée d'Internet. Et Internet, ça arrive avec quoi? Ça arrive avec beaucoup, beaucoup de données. D'accord. Et donc, on se retrouve avec une je ne sais pas comment on dit en français, c'est pas grave. Revive de l'intelligence artificielle statistique, d'accord, donc qui revient à la mode dans les années 90 parce qu'effectivement on a des données, on a beaucoup de données, c'est le big data, hein, et donc on peut faire des systèmes maintenant qui sont à nouveau, on va dire, statistiques, okay, parce que data, vous avez statistiques. Et un des premiers reconnaisseurs qu'on fait, parce qu'on est sur Internet, là, hein, un des premiers reconnaisseurs qui montre qu'on est super intelligent, c'est un reconnaisseur de chats. D'accord ? On reconnaît les chats. C'est super intelligent. Pourquoi on reconnaît les chats? Parce qu'il se trouve que sur Internet, il y a plein d'images de chats. Alors, ça continue aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'a toujours pas arrêté, ce truc-là. Donc, il y a plein d'images de chats. On se rend compte qu'avec seulement 100 000 images de chats, on peut reconnaître des chats à 98%. Super, hein? Donc, voilà, mais ça marche. Ça prouve juste que ça marche. On a ces systèmes qui montrent juste qu'avec beaucoup de données, hein, 100 000 images de chats, c'est beaucoup, on peut reconnaître les chats à 98%. Bon, c'est là qu'on s'aperçoit aussi que ces systèmes n'ont strictement rien à voir avec nous, nous les humains. Parce que ma fille de 2 ans, elle a besoin de 2 images de chats pour reconnaître les chats. Okay, donc, entre 100 000 et 2, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, on se rend compte, encore une fois, ici, que ces systèmes n'ont strictement rien d'intelligent, et du moins ne peuvent pas matcher l'intelligence humaine. Parce qu'en plus, ma fille, avec 2 images de chats, elle reconnaît les images à 100%, enfin, elle reconnaît les chats à 100%, pas à 98%. Vous savez, d'ailleurs, les 2% qui restent, ils sont rigolos, en fait, parce que ma fille, elle reconnaît les chats la nuit, ou dans la pénombre. Et le système, il ne reconnaît jamais les chats la nuit ou dans la pénombre. Vous savez pourquoi? Non, parce que personne n'a posté d'image de chat dans la pénombre. Parce que ça ne sert à rien, c'est complètement con. Et donc, du coup, s'il n'y a pas l'image de chat, elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, elle n'existe pas. Voilà. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que, voilà, ça, on continue. On est dans les années 2000 maintenant. On fait du machine learning, maintenant on appelle ça. Hein, et puis après, on fait du deep learning. Alors, le deep learning, c'est encore mieux que le machine learning. Hein, c'est plus profond. Ça veut dire juste qu'il y en a plus de data. Pour vous donner des ordres de grandeur, 100 000 images de chats dans les années 90-2000, d'accord, pour faire du machine learning. Deep learning, on parle maintenant de millions de paramètres dans les systèmes. D'accord, donc ça commence à être beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a des capacités de calcul plus grandes, on est capable de faire des choses plus vite, etc. Et surtout, on a de plus en plus de données. Parce que les données, encore une fois, on les pique plus ou moins sur Internet. Et puis là arrive... 2017, en fait, les LLM, c'est Large Language Model dont est issu ChatGPT. Et ces LLM, alors là, maintenant, on ne parle plus de millions de données, maintenant, on parle de milliards. D'accord? ChatGPT 4.0, le tout dernier, c'est 2000 milliards de paramètres. D'accord? 2000 milliards de paramètres, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. En gros, c'est tout Internet. D'accord? Donc... Voilà un peu l'histoire de comment on a avancé. Alors, juste quand tu dis, pardon, Luc, quand tu dis c'est du n'importe quoi, c'est que pour toi c'est trop, c'est trop. C'est beaucoup trop de données. Je veux dire, là, tout Internet, il y a 2 raisons pour lesquelles c'est trop. La première, c'est que vous savez peut-être que sur Internet, tout n'est pas vrai. On vous l'a dit. Hein, ouais. Vous êtes au courant. C'est pas tu marques un point. Donc, le problème avec ça, c'est que... ChatGPT va dire des bêtises de temps en temps parce qu'il est basé. Alors, il prend jamais les données exactes. Hein, il prend une sorte de, il fait un moyen-âge, il fait une moyenne des données qu'il a, et puis il vous sort des réponses. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle les hallucinations ou les erreurs. D'accord ? Donc on va en parler, justement, c'est un peu embêtant. On ne sait pas, parce qu'on ne dit pas, on ne cherche pas forcément. On était impressionnés, en janvier-février 2023, on était impressionnés par ChatGPT, et puis on était tous excités, c'était super, mais on n'a jamais vraiment cherché à savoir quelle était la pertinence de ces IA génératives. D'accord ? Il y a eu, pas sur ChatGPT 4.0 encore, mais sur ChatGPT 3.5, on a pris le temps de faire des études. L'université de Hong Kong, en l'occurrence, a pris le temps de faire des études.
pour connaître la pertinence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des millions de faits, des faits vrais. Alors on peut toujours discuter de ce que c'est qu'un fait vrai, mais ils ont pris des millions de faits vrais, une vingtaine de millions de faits vrais. Ils les ont fait passer à ChatGPT et ils ont fait les stats pour savoir quand est-ce que ChatGPT était d'accord. Sur une vingtaine de millions de faits. Une vingtaine de millions de faits. Donc bon, c'est conséquent. C'est une bonne étude, donc statistiquement c'est correct. Donc la réponse c'est 64%. C'est-à-dire que ChatGPT 3.5 est correct à 64%. Vous avez un collaborateur, un stagiaire, ou ce que vous voulez, qui est correct à 64%, vous le virez. D'accord ? Enfin, ou pas, mais si vous ne le virez pas, c'est votre faute. Hein. Donc, bref, tout ça pour dire que 36% des cas, il vous dit n'importe quoi, le machin. Enfin, il vous dit n'importe quoi, il vous dit ce qu'il a moyenné. Donc, encore une fois, sur Internet, il y a quand même des grosses bêtises. Et puis aussi, des fois, il est là pour vous faire plaisir. C'est-à-dire que si vous posez une question et qu'il n'y a pas de réponse, ou pas de réponse évidente, il va vous l'inventer, la réponse. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. D'accord ? Donc ça, c'est un peu embêtant, parce que le truc, il dit n'importe quoi. Il est là pour vous faire plaisir, mais aussi vous êtes là, vous, pour vous faire taper sur la tronche exprès. Parce que l'avantage de ces IA, de ces IA génératives en l'occurrence, c'est qu'il n'y a plus d'interface. D'accord ? On me saoule souvent en me disant c'est une révolution là depuis un an. Non les gars, c'est pas une révolution. Je veux dire c'est une évolution. Hein, je vais vous montrer à partir des données, de plus en plus de données. Donc c'est une belle évolution des IA statistiques, mais il n'y a pas de révolution dans les IA génératives et dans ChatGPT en particulier. Mais en fait, il y a une révolution dans ChatGPT, mais elle n'est pas dans GPT. Elle est dans Chat. Elle est dans le fait que maintenant c'est super facile. Il n'y a plus d'interface. Parce que le chat, c'est quoi? C'est pas autre chose que ce qu'on est en train de faire en ce moment. On peut parler au truc en langage naturel, et donc n'importe qui peut demander n'importe quoi. Et justement, c'est ça le problème, c'est qu'on peut demander n'importe quoi. D'accord? Donc la révolution dans ChatGPT, c'est pas chat, c'est pas GPT, pardon, c'est chat. Okay, il faut bien se mettre ça dans la tête, parce que ça veut dire que maintenant l'accessibilité et l'utilisation dans les entreprises, par exemple, devient super facile. L'utilisation par tout le monde devient super facile. C'est très très accessible. Mais je reviens sur les hallucinations et sur les erreurs. Ça hallucine quand même pas mal, mais c'est votre faute, je disais, parce que c'est la façon aussi dont vous posez la question qui va vous donner la bonne réponse. En novembre 2022, si vous demandiez à ChatGPT, ChatGPT, combien fait 2 plus 2 ? ChatGPT, super intelligent, vous répondez 4. Alors là, vous dites, waouh, c'est bien. Mais vous dites à ChatGPT, bah non, ChatGPT, ça fait 5. Et ChatGPT vous dit, bah oui, ça fait 5. D'accord ? Donc, vous pouvez quand même un tout petit peu orienter les réponses. Celle-là, en l'occurrence, vous savez que ce n'est pas vrai. Je pense. Bref, donc tout ça pour dire que ces hallucinations, c'est embêtant. Ces erreurs, c'est embêtant. Si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes sur Wikipédia ou si vous avez votre fiche Wikipédia personnelle, mais pourriez vous dire que si vous demandez votre bio à ChatGPT, il va aller chercher le truc évident, la fiche Wikipédia. Elles sont en général pas trop mal, elles sont maintenues, à peu près tout le monde, tous ceux qui sont non politiques, ils ont des fiches Wikipédia qui sont à peu près à jour, à peu près bonnes. D'accord ? Donc moi, évidemment, j'ai été demandé à ChatGPT ou à Bard, enfin n'importe lesquels de ces idées génératives, j'ai demandé est-ce que tu peux me donner la biographie de Luc Julia ? Eh ben, la biographie de Luc Julia, quand elle arrive de ChatGPT, de Bard ou de n'importe quel autre truc, elle est complètement fausse. D'accord ? Toutes les dates sont fausses. Toutes les dates. Dès qu'il y a une date, c'est faux. Alors pourquoi? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas été sur Wikipédia, parce que sur Wikipédia, c'est bon. D'accord? Donc il a fait un Moyen-Âge des conneries qui sont quelque part sur Internet, sur moi, j'en sais rien. D'accord? Mais en tout cas, toutes les dates sont fausses. Et en plus de ça, j'ai fait des études que j'ai jamais fait de ma vie. Hein. Je suis docteur de plein de trucs que je ne suis pas. Hein. Donc c'est super gentil, mais bon, c'est pas vrai. Donc voilà. Donc les hallucinations, c'est embêtant. Les erreurs, c'est embêtant. Et puis il ne faut pas lui faire confiance complètement à l'aveugle. Hein. Alors, il y a pour ça une histoire assez rigolote, l'histoire d'un avocat en avril 2023 qui était un peu feignant, un avocat du barreau de New York, qui a dit tiens, moi je ne vais pas me faire chier, là, je vais demander à ChatGPT de faire la plaidoirie que j'ai à faire pour demain. Parce que bon, je suis un peu en retard là et je vais le faire. Bon, c'était un cas de, je sais pas, un mec qui avait loupé un avion, qui voulait avoir des sous et tout ça. Bon, bref, il dit à ChatGPT, voilà le cas, voilà ce que j'ai, fais-moi la plaidoirie en 3000 signes, machin, etc. Il balance ça à ChatGPT, ChatGPT lui balance une super plaidoirie, il la relit, super, il y a tout, il y a les jurisprudences, machin, tout ça. Il envoie ça au juge, et 2 jours plus tard, le juge lui renvoie un petit mail, il lui dit
Super plaidoirie. Voilà, super plaidoirie. Petit problème, aucune des jurisprudences, aucun des cas cités n'existe. Donc il y avait les case numbers, il y avait le nom des defendants, des machins, il y avait tout ce qu'il fallait, c'était super, mais c'était tout faux. Il n'y avait pas un qui existait. Peut-être à la télé, oui, c'est possible, c'était peut-être des cas qui venaient des séries télé, mais rien n'existait. Alors le gars, il est plus avocat aujourd'hui, hein, bon, mais voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faites attention. D'accord, il faut faire super attention. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle dans ces IA génératives. C'est que là, par contre, autant moi je ne suis pas très IA, comme j'ai dit, j'aime pas trop qu'on appelle IA, parce que je trouve qu'il n'y a rien d'intelligent dans l'IA. Ben bon, on appelle ça IA depuis 1956, donc on continue à appeler ça IA générative aujourd'hui. Mais il y a une bonne nouvelle, donc c'est qu'on appelle ça IA générative. Et on n'appelle pas ça IA créative. Parce que sinon, je serais obligé encore de venir encore plus et d'expliquer pourquoi ce n'est pas créatif. Ces IA-là n'ont strictement aucune créativité. Elles sont basées sur des données. Les données, par définition, sont historiques. Hein, c'est des données d'avant. Donc, si je veux inventer quelque chose, c'est demain. Et donc, ça n'existe pas aujourd'hui. Et donc, du coup, elle ne crée rien. Et je vous donne des exemples, par exemple, qui sont très intéressantes. Dans la compagnie que je représente aujourd'hui, qui est Renault, les designers ont très peur. Ils se disent, oh là là, je vais être remplacé par ces IA génératives. Et quand on leur donne l'outil, parce que ce ne sont que des outils, hein, ces IA, quand on leur donne l'outil, ils s'aperçoivent que finalement, leur créativité va être exacerbée par ces outils. Ils vont pouvoir exploser encore plus. Leur créativité va être encore plus intéressante grâce à l'outil. C'est exactement pour eux ce qui s'est passé. Ils s'en rendent compte petit à petit. Ils ont peur avant, mais dès qu'ils s'en servent, donc comme j'ai dit, ils se rendent compte que c'est comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années, il y a une vingtaine d'années, quand ils ont eu Photoshop dans les mains. C'est la même chose. D'accord ? Donc pourquoi ? Parce que, je vous donne un exemple, moi qui ne sais pas dessiner. D'accord ? Je ne sais pas dessiner du tout. Je prends Midjourney, une de ces IA génératives qui permet de faire des dessins. Je tape dans le prompt, donc sans avoir aucune interface, machin. Je tape dans le prompt, dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel. D'accord ? Le truc, il va me pondre autant de vaches vertes sur la tour Eiffel que j'ai envie. Il va m'en pondre, et m'en pondre, et m'en pondre. L'idée de la vache verte sur la tour Eiffel, déjà, il faut être un peu timbré, hein, d'accord ? Mais l'idée, c'est la créativité, c'est de la vache verte sur la tour Eiffel, c'est moi qui l'ai eu l'idée. D'accord, c'est moi qui l'ai tapé, c'est pas la machine qui l'a eu. Et donc il va me sortir, lui, il va me générer des vaches vertes sur la tour Eiffel qui vont plus ou moins matcher l'image mentale que je m'étais faite de la vache verte sur la tour Eiffel, et qui à un moment d'ailleurs peut-être va me changer mon image mentale de la vache verte sur la tour Eiffel, parce que je vais trouver que ce qu'il génère, c'est pas trop mal, je vais lui faire remâcher ça, et à la fin, je vais avoir ma vache verte sur la tour Eiffel. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, on parle aussi de créativité de ce côté-là, c'est que ces outils vous disent bien que tout ce qui est généré par l'outil vous appartient. Donc ça, c'est aussi un problème légal dont on va parler juste maintenant. C'est un problème légal intéressant parce que ça veut dire que c'est généré à partir de trucs, on ne sait pas trop d'où ça vient, hein, il y en a peut-être des trucs un peu volés, on va en parler, et donc du coup, vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de générer, que vous créez à travers l'outil. D'accord ? Et donc, potentiellement, il y a des problèmes. Et d'ailleurs, il y a des problèmes, puisque aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plein de procès qui sont en cours, de gens qui ont dit j'ai créé ce machin avec l'outil et j'ai le copyright, parce que le copyright vous est donné par l'outil, mais en fait, ce n'est pas à vous du tout, parce qu'on se rend compte, par exemple, que Stable Diffusion, qui est une de ces IA génératives, a un tout petit peu emprunté des trucs de Getty Images, par exemple. Et il y a un procès aujourd'hui qui est super rigolo, où Getty Images produit des images qui ont été générées par Stable Diffusion. Et comme c'est du mâchage, que ce n'est pas exactement l'image qui ressort, parce que ce n'est jamais exactement le truc original qui ressort. Mais par exemple, il y a des images qui sont montrées dans ce procès, où on voit donc des trucs qui ressemblent à l'image originale que montre Getty, mais on voit aussi du watermarking dedans. Donc le watermarking, c'est quand il y avait marqué, à travers l'image, il y avait marqué Getty Image sur l'original, sur ce qui a été généré, il y a marqué JT Image. Alors, bon, c'est à mourir de rire, parce qu'effectivement, le truc transforme, mais bon, on voit bien quand même d'où ça vient, quoi. Donc, il y a des problèmes, et OpenAI n'est pas exempt du machin, hein, parce que 2000 milliards de données, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de données. Hein. Ils ont quand même pris des machins un peu partout, il faut être clair. Et donc, OpenAI, d'ailleurs, c'est une fumisterie, hein, ils sont open comme je ne sais pas quoi, en fait, parce qu'ils ne sont pas open du tout, ils sont complètement closed. Hein. Donc, il faut faire aussi attention de comprendre d'où viennent les données et comment ils font ça. Voilà, donc tout ça pour dire que ces IA génératives, elles sont super si vous les utilisez correctement.
D'accord? Donc si vous savez ce que ça donne et ce que ça ne donne pas comme résultat, si vous savez que ça donne potentiellement des résultats complètement faux, tout ça. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Parce qu'il y a une chose à comprendre dans ces IA génératives qui est très intéressante, c'est qu'elles sont faites pour être fine-tunées, on dit. D'accord? C'est quoi le fine-tuning? Le fine-tuning, c'est rajouter vos propres données. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on va utiliser ce gros machin là qui est générique, général, parce que de toute façon ça ne marche pas et comme on l'a vu, c'est pas bien, on peut leur donner à manger nos propres données dans un domaine particulier. Par exemple, dans votre entreprise, si vous avez des contrats, on vient de voir ça juste avant, si vous avez la façon dont vous faites des contrats et des choses comme ça, vous pouvez le fine-tuner sur l'historique de vos contrats là, et là la pertinence va monter dans les 90, 95, 99%. D'accord? Parce que c'est vos propres données. Vous allez garder ce qui s'appelle le foundation model. Donc le modèle fondationnel va être gardé pour faire le dialogue, pour avoir un dialogue avec cette IA, parce que ça c'est très intéressant. Mais tout ce qui va être les réponses vont être basées sur vos propres données, et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus pertinent, et vous pouvez là l'utiliser. D'accord? Mais en étant quand même en relisant un tout petit peu après, hein, on ne sait jamais. Hein, parce que les hallucinations, les erreurs sont intrinsèquement de toute façon dans ces machines. OK? Donc, on peut passer aux questions si vous voulez. Je pense que j'ai fait à peu près mon temps là et je ne veux pas trop déborder. Donc, Ah, attends, je prends la question. Est-ce qu'on peut tendre vers une IA créative, notamment avec l'avancée technologique quantique, par exemple? Alors, c'est une bonne question. La réponse, c'est j'en sais rien. D'accord? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si on continue à faire des mathématiques, la réponse, c'est non. Donc mathématiques, non. Si on fait quelque chose qui est comme le quantique, alors le quantique c'est un peu compliqué, mais le quantique c'est de la physique. On peut expliquer un tout petit peu ce que c'est effectivement ouais, alors, pour les moins initiés. L'informatique quantique arrive aujourd'hui, l'informatique quantique est basée sur la physique quantique, et donc il y a des ordinateurs quantiques qui arrivent avec des algorithmes quantiques qui sont de la physique. Donc maintenant, il faut avoir des systèmes, alors c'est compliqué, c'est des trucs, il faut une stabilité certaine, on n'est plus dans des bits, comme on est dans l'informatique normale avec des 0 et des 1, mais on est dans les qubits. Alors les qubits, c'est plus représentatif du monde normal, c'est-à-dire que c'est plus 0 et 1, mais c'est quelque part entre 0 et 1. Donc, et chaque qubit peut avoir n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Donc Et pardon, mais pour un utilisateur, ça change quoi du coup? Pourquoi pour un utilisateur, pour une restitution, ça va changer quoi en fait en termes d'intelligence? Ouais, aujourd'hui, ça ne change rien parce que de toute façon, ces ordinateurs n'existent pas, ils vont mettre un petit peu de temps encore à exister. Et on ne sait pas trop exactement. Il y a certains problèmes qui sont très très difficiles à résoudre en mathématiques, qu'on peut résoudre en physique, et donc qu'on pourra résoudre avec ces ordinateurs-là. Mais en fait, les méthodes utilisées d'un côté et de l'autre n'ont strictement rien à voir. Et d'ailleurs, il y a peu de chances que les méthodes d'intelligence artificielle mathématique d'aujourd'hui puissent bénéficier de l'ordinateur quantique. D'accord ? Ah, il y a peu de tu chances. sépares complètement. Il faut séparer complètement, ça n'a rien à voir. En fait, une addition, un 2 plus 2 en quantique est beaucoup plus compliquée que le 2 plus 2 en mathématiques. Il faut des choses compliquées parce que, encore une fois, on ne va pas y passer la nuit, non, bien sûr. Mais c'est des états qui sont des états physiques qui sont stables ou pas stables. Je comprends aussi la question, parce qu'on a l'impression, un peu en lisant la presse, alors il faut être prudent, qu'avec le quantique, ce qui était l'ordre de l'impossible sur l'IA générative va devenir possible, ce qui était l'ordre de l'hallucination va devenir de la précision. Ouais. Non, mais pour répondre à la question, donc, du coup, la réponse simple, c'est je ne sais pas. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir faire avec, mais la réponse un peu philosophique, on va dire, c'est que la physique, c'est le vrai monde. Les mathématiques, c'est nous qui les avons inventées. Les mathématiques, elles sortent de là. D'accord ? La physique, elle est là. La biologie, c'est de la physique. D'accord ? Et donc, du coup, on pourrait imaginer, là j'extrapole complètement, hein, on pourrait imaginer très bien qu'on puisse imiter le cerveau avec de la physique, avec de la biologie. Parce que c'est de la biologie. D'accord ? Donc ce serait intéressant, ça. Mais il y a un petit problème aujourd'hui, hein, parce que ça fait à peu près 40 000 ans qu'on essaye d'étudier le cerveau et de le comprendre. Aujourd'hui, les spécialistes du cerveau vous disent qu'on connaît entre 20 et 40 %, on comprend entre 20 et 40 % du cerveau. Donc si on essaie d'imiter quelque chose qu'on comprend entre 20 et 40 %, ça va être compliqué. D'accord ? Mais imaginons que dans 1000 ans, on ait compris le cerveau et donc on a 100% compris comment le modéliser. À ce moment-là, avec du quantique, potentiellement, je pourrais le modéliser. Et donc, potentiellement, je pourrais avoir des intelligences artificielles qui seraient aussi intelligentes que moi. Et donc aussi créatives. Alors là, vous voyez, les nombres de potentiels que j'ai mis, voilà. Mais en mathématiques, en tout cas, avec les trucs courants,
no way. Que pensez-vous de l'intérêt de l'utilisation des chats GPT-S, si je ne me trompe pas, pour les entreprises? Alors ça, c'est super intéressant parce que justement, c'est le fine-tuning. En fait, c'est pas autre chose que le fine-tuning dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, vous avez le modèle de fondation et vous avez une facilité avec des outils de rajouter vos propres données et donc du coup de rapetisser le focus et donc d'avoir des choses qui vont être beaucoup plus pertinentes. Donc c'est ça à quoi ça sert et c'est effectivement la façon dont il faut l'utiliser. Dans l'histoire des IA, on a toujours commencé en disant on va faire un truc générique, général, et on va arriver à AGI, à Artificial General Intelligence. On a toujours commencé comme ça. Et puis après, on s'aperçoit que c'est compliqué, et donc on se retrouve à faire du narrowing, donc on fait des trucs plus étroits, et on se retrouve à faire des slices, voilà, des slices, hein, pour pouvoir faire en sorte que ça marche dans le monde de l'entreprise. Mais on sent un caractère positif dans cette capacité à se restreindre, se focaliser. Bien sûr, c'est parce que là, après, quand j'ai un truc qui est pertinent à 99% et qui marche, là, je l'utilise. Ouais. Et je l'utilise tous les jours. D'accord ? Donc c'est évident. Et nous, là, aujourd'hui, on déploie dans l'industrie, on déploie dans tous les métiers, ce qu'on appelle les fonctions support. On déploie ces IA parce que dans chaque fonction support, en RH, dans les achats, en finance, monsieur vient de la finance. Dans n'importe quel de ces domaines qu'on a dans toutes les fonctions support de l'entreprise, on déploie les IA génératives parce que ça sert. Sur une base de données intra-entreprise. Voilà. Alors c'est justement un autre truc qu'il faut faire attention. Il faut comprendre aussi comment ça marche. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire ce qui s'appelle dans le milieu une Samsung. Alors c'est quoi faire une Samsung? C'est au mois d'avril 2023, il y a un ingénieur de Samsung qui... alors chez Samsung, c'est un peu fermé, les systèmes et tout ça, hein, mais le gars, il a décidé d'utiliser ChatGPT sur des documents secrets. D'accord? Et donc, il a rentré des documents secrets dans le machin. Alors évidemment, c'est parti directement chez M. Sam Altman, hein, et puis bon, il a posé des questions, il était très content, il a eu ses réponses, mais malheureusement, les documents secrets, ils sont plus secrets. D'accord? Et d'ailleurs, lui non plus, il ne travaille plus chez Samsung. Ça s'appelle faire une Samsung. On aura la référence à présent. Juste le point, même si on travaille sur des données intra-entreprise, le modèle d'apprentissage dont tu as parlé initialement se réfère du coup à la globalité des données du web quand même. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du distinguo et à quel moment on arrive à avoir des éléments vrais sur des données d'entreprise alors que le modèle d'apprentissage peut aller sur des données volées, des données fausses, des données erronées? À partir du moment où tu rentres tes propres données, ça devient prioritaire par rapport au fondationnel. D'accord ? Donc la fondation va être utilisée seulement pour le dialogue, donc pour pouvoir comprendre ce que tu dis. D'accord ? Mais ton fine-tuning, donc ce que tu as rentré, les paramètres que tu as rentrés en dernier, vous vous rappelez, il est là pour faire plaisir le truc. Donc il est là aussi pour utiliser c'est toujours le dernier qui a raison. D'accord ? Et donc comme ce que tu rentres en fine-tuning, c'est en gros rentrer en dernier, d'accord ? C'est là où ça a raison. Ça ne veut pas dire que si ça ne trouve pas la réponse dans tes données, c'est-à-dire que tes données ne sont pas assez complètes ou blablabla, à ce moment-là, que ça ne va pas aller chercher quelque chose. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est 99%, 95%, ça veut dire qu'il y a 1% ou 5% où il fait des conneries. Mais on ne vire pas le collaborateur à ce moment-là. Voilà, mais à ce moment-là, oui, ça devient plus comme un collaborateur normal, et puis on peut discuter, quoi. Oui, bonjour, François-Xavier Talgorn, je suis directeur technique. Et simplement, j'avais une question, je rebondis sur ce que vous venez de dire, en fait. Est-ce que, parce que je ne suis pas expert de ChatGPT, mais je crois savoir qu'on peut quand même avoir une certaine vue sur sa fenêtre de contexte. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut contraindre la fenêtre de contexte à la partie de données? C'est ça le fine-tuning. En fait, il y a plusieurs façons de fine-tuning. Vous pouvez fine-tuner le modèle en bas directement, donc vous le contraignez pour toutes les opérations futures, ou alors vous pouvez le contraindre sur une question particulière. Vous avez, avec le tout dernier, vous pouvez rentrer jusqu'à 330 000 éléments de contexte dans une requête. Ouais. Donc, oui, en fait, je rebondissais plus précisément sur le fait que vous avez dit, si ChatGPT ne trouve pas la réponse dans les données produites, il peut déborder sur le fondationnel. Tout à fait. Et ça, est-ce qu'on a le contrôle dessus en demandant de... Non. Ah, d'accord. Ok. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Okay. Vous ne pouvez pas dire « utilise seulement mes données ». Vous ne pouvez pas le dire quand vous avez fait le fine-tuning. Par contre, vous pouvez le dire dans la requête. Dans la requête, vous pouvez dire « je te donne ici des trucs, tu regardes que là-dedans ». Et il va le faire. Et là, il va le faire. Oui, donc on a quand même le contrôle là. Dans une requête, oui.
Dans la requête, encore une fois, il fait ce que vous voulez, donc il va faire ce que vous voulez. Mais c'est compliqué des fois dans une requête de mettre toutes les données, par exemple, de votre entreprise sur une slice particulière. D'accord. Ok, merci. Non, j'avais une autre question tout à l'heure, mais c'était beaucoup plus général. C'était plus sur l'aspect algorithmique, en fait. Parce que vous parliez de l'hiver de l'IA. Excusez-moi, je vais tousser. Mais en fait, l'histoire a montré qu'il y a eu un moment important. C'était au moment où on a pu faire l'algorithme de rétropropagation de l'erreur, en fait, pour les multicouches. Et est-ce que, d'après votre connaissance, aujourd'hui, il peut y avoir comme ça un saut un peu quantique dans les algorithmes qu'on utilise en machine learning ? Alors moi, je considère que dans l'histoire de tous ces algorithmes et de toutes ces IA, diverses et variées, donc depuis du premier perceptron, on va dire, jusqu'au machine learning, deep learning et IA générative, il n'y a pas vraiment de saut quantique. C'est une continuité, ça a été une continuité. Il y a eu des progrès à chaque fois, donc effectivement, la rétropropagation dans les années 80 a été intéressante. Il y a eu plein de choses intéressantes, évidemment, qu'on a eues, qui ne sont pas forcément logicielles, d'ailleurs, qui sont aussi matérielles, avec les bonnes puces, etc. Utiliser les GPU à un moment donné, c'était une bonne idée. On ne faisait pas ça pendant très longtemps. Donc je ne considère pas qu'il y ait des sauts quantiques. Là, on ne parle pas du même quantique que tout à l'heure. C'est une vue philosophique du saut. Dans ces IA, il y a des progrès, il y a des choses qui sont intéressantes. La rétropropagation, cher Yann Lequin, qui est un des pionniers français de l'IA. Un autre français, effectivement. Un autre français, mais il faut être clair aussi, bon, j'en profite tant qu'on est là, on est les meilleurs du monde en IA, nous les Français. Parce que j'aime bien qu'on arrête de se flageller tout le temps. Mais pourquoi tu dis ça, effectivement ? Je dis ça parce qu'on est les meilleurs du monde aussi en mathématiques. Et ça, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la médaille Fields qui le dit. Donc, on a le plus de médailles Fields au monde. Le médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel mathématique. Donc, on a le plus de médailles Fields au monde avec les Américains. Mais les Américains, c'est pas vraiment des Américains. Donc, bon. Nous, on a. Je rappelle que tu as vécu une grande partie de ta vie. Je vis aux États-Unis, donc je suis américain. Donc, mais bref, et justement, c'est parce que je suis américain que si j'avais la médaille Fields, je ne serais pas vraiment américain. Voilà. Donc, et donc, c'est exactement le point. Le point, c'est que nous, en France, on a une culture mathématique absolument extraordinaire. On a une éducation mathématique absolument extraordinaire. On se flagelle en permanence en disant qu'on est nul, que notre système éducatif est nul, blablabla. On laisse certainement des gens sur le côté dans le système éducatif, mais nos élites sont extraordinaires. Et donc aujourd'hui, dans la Silicon Valley, où j'habite donc depuis 30 ans, tous les chefs de l'IA, tous les chefs de l'IA de toutes les compagnies que vous pouvez avoir en tête, Netflix, Google, Facebook, citez-moi n'importe quelle compagnie de la Silicon Valley, le chef de l'IA est français. Okay ? Donc arrêtons de nous flageller, on est les meilleurs du monde. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de Facebook, de Google, de machin en France ? Ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas une question de cerveau, c'est une question de pognon. D'accord ? Voilà. Donc, si vous filez du pognon, comme on vient de donner, par exemple, Mistral, Mistral vient de lever, une compagnie française vient de lever 100 millions d'euros. Ils ont créé une IA générative en quelques mois, en 3 mois, qui est meilleure que l'IA générative de Meta. Eux, ils ont 7 milliards de paramètres, Meta a 13 milliards de paramètres. Elle est meilleure avec 7 milliards de paramètres. Donc, le génie français est là aussi, d'accord. Xavier Niel vient de mettre 300 millions avec d'autres personnes, 300 millions dans une nouvelle compagnie qui s'appelle QTI. Ça va être très, très intéressant. Donc, il faut se déclencher. Et là, on a une opportunité, en mettant un peu plus de pognon, de faire des trucs intéressants. Donc, on est extraordinaire, on est les meilleurs. Il faut se le dire. Donc, répétez-le. Ça sera dans le compte rendu de la journée, Pauline. Très bien. Une autre question. On conclut. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci infiniment. Merci.